Les grévistes du pôle universitaire attendaient depuis plusieurs jours une réponse de la part de la ministre de l'Éducation supérieure, Geneviève Fioraso. La réponse arrivée ce matin, 3 semaines après le début du mouvement, et qui va à l'encontre des revendications, selon l'intersyndicat, les membres du personnel et les étudiants. La ministre propose un nouvel administrateur provisoire qui va remplacer la direction actuelle du pôle de Toubiron. L'administrateur sera nommé dans les prochains jours et chargé de nommer un nouveau directoire et de s'occuper des affaires courantes de l'établissement provisoirement. Concernant la question qui a initié le mouvement, la licence professionnelle environnement, la ministre a annoncé sa réouverture en 2014. Sur la question de l'autonomie, Geneviève Fioraso a annoncé qu'elle sera renforcée à partir de l'année prochaine, donnant au pôle de Guyane les droits de gérer les moyens et les orientations pédagogiques au niveau licence. Pour la ministre, ce sont les premiers pas vers une université de plein exercice. Selon les grévistes, nous sommes toujours loin d'atteindre le but. Les réponses ne sont pas suffisantes pour mettre fin à la grève. D'une part, nous n'avons pas apprécié qu'elle soit communiquée par voie de presse. Et deuxièmement, nous avons noté de nombreuses incohérences dans ce qu'elle proposait, notamment l'ouverture en 2014 de la licence professionnelle protection de l'environnement alors qu'elle était demandée pour une ouverture en 2013. Concernant notre revendication principale, la création d'une université de plein exercice, aucune réponse n'a été apportée, dans la mesure où elle reporte au calendrier grec la décision de création de cette université, alors que nous demandions une prise de position actée, ferme sur un calendrier. Donc pour nous, l'autonomie avancée dont elle parle au niveau des licences est très insuffisant et ne correspond pas à ce que nous voulons. Concernant les autres points de la plateforme de revendication, Geneviève Fioraso indique que la construction de logements a été lancée, ainsi que l'amélioration du réseau de transport, que la restauration sera disponible dès les premiers jours de cours, que la sécurité sera renforcée et que la bibliothèque a été sécurisée et ouverte. Pour les nouveaux postes revendiqués, la ministre annonce la création de 5 postes. En début d'après-midi, après avoir analysé durant une assemblée générale les réponses apportées par la ministre, les grévistes ont voté un appel de grève général qui a été accepté à unanimité. L'Assemblée générale a voté un appel à la grève générale pour le jeudi 7 novembre, afin de faire comprendre à la ministre et au gouvernement que l'avenir de la jeunesse de ce pays n'est pas une petite affaire, ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère, que la nécessité de la création d'une université de plein exercice est grande et que des réponses doivent être apportées autant que se faire le plus tôt possible. Le moins que l'on puisse dire est que si le but de la ministre était de mettre fin au mouvement, il n'a pas été atteint. Les appels téléphoniques se succèdent. Marie-Jo, la mère de Thierry Dole, n'a plus peur de décrocher. Son fils a été libéré après 3 ans de captivité. Une émotion indescriptible. Elle a encore du mal à y croire. Ma belle-fille m'a appelé. Je ne voulais pas y croire non plus. J'ai dit, attends, elle m'a dit oui. J'ai dit, mais non, je n'ai rien entendu. Tant qu'on ne m'avait pas appelé au ministère, j'ai dit non. Et puis le Premier ministre m'a appelé, alors là, j'ai dit vraiment, c'est vrai. L'attente fut longue au fil des années, les nuits très courtes. Grâce à une foi de tous les instants, les parents de Thierry Dole n'ont pas baissé les bras. La libération de leur fils est une véritable délivrance. Quand on attend, ne voit rien venir depuis 3 ans, et on aurait bien mérité quand même aujourd'hui que le Seigneur a fait sa gloire. Les proches ont tenu à manifester leur soutien. Claude, le parrain de l'ancien otage, était présent dans les moments difficiles. Il veut aussi être là pour célébrer la bonne nouvelle. Depuis le premier jour qu'on a pris un otage, j'étais toujours ici avec eux. Tous les jours, avec la famille d'eux. Tous les jours. C'est la joie, c'est la contentement, je pense que pour toute la Martinique entière. Les conditions de la libération ne sont pas encore connues. L'état de santé des anciens otages semble rassurant. Les parents ne souhaitent qu'une chose maintenant, voir leur fils. On part avec la famille parce que, premièrement, elle ne tient plus. Elle ne tient plus, il faut qu'elle aille au plus près de son fils. Et quand on sait que M. Fabius, ministre des Affaires extérieures, est parti, et en ce moment déjà en Afrique, qu'il revient avec les otages, donc nous allons tout faire pour être là à Paris à leur arrivée. Les parents de Thierry Dole s'envolent dès ce soir à destination de Paris.
Si le 16 septembre 2010 restera longtemps dans leur mémoire, nul doute que la date d'aujourd'hui effacera ces 3 années d'attente. L'euphorie est encore légère dans les rues du bourg, mais nombreux sont ceux qui souhaitent témoigner leur sympathie. Ça m'a fait beaucoup de plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis contente que Thierry Doyle est libéré. On a trop prié pour lui. Le fait qu'il était emprisonné pendant 3 ans, c'était dur pour les Martiniquais. Je respecte les parents qui sont contents là, plus que moi. Grande joie, une grande victoire pour nous, toutes les franciscaines et puis toute la Martinique. Il y a un collègue qui est venu me dire, on a libéré Doyle. Je lui ai répondu de ne pas rigoler avec ça. Je n'ai pas attendu tout à fait, mais je suis supposé qu'il en ait pas fini en seul coup pour ne pas tirer bon. Tout un symbole, les portraits de soutien déployés au François ne seront enlevés que par le principal intéressé, quand l'enfant de la commune sera revenu parmi les siens. Quand il s'agit de jeunes, on a souvent tendance à parler d'alcool, de violence, de vitesse, de chômage, de prévention sexuelle. Mais rares sont les fois où on met en avant les abus sexuels sur mineurs. Des faits existants dans notre société, un sujet plus ou moins tabou. Les victimes restent dans l'ombre, la famille préserve l'intimité. Pourtant, le seuil a été franchi. Dans le travail qui est le mien comme psychologue, c'est vrai que j'ai été souvent percuté par des situations d'abus sexuels sur mineurs et que j'entends aussi d'autres professionnels autour de moi parler avec effroi de ce qu'ils découvrent dans ce domaine. Et donc on était quelques-uns à avoir envie de pousser un cri d'indignation, un cri d'alarme pour secouer la société guyanaise. Parce que cette question, ce n'est pas simplement la question du Conseil général ou de l'aide sociale à l'enfance, ce n'est pas simplement la question des professionnels du soin, ce n'est pas simplement la question de la gendarmerie, c'est la question de toute une société. Voilà. Bailon Meyana, une toute jeune association composée de personnes interpellées par le nombre d'abus sexuels sur mineurs, se sont regroupées autour de l'évêque Monseigneur Lafont durant 9 mois. 9 mois de travail qui ont donné naissance à un livret de conscientisation et d'écoute. Alors, c'est une association dont l'objectif, effectivement, est de sensibiliser toute la population sur les conséquences dramatiques des abus sexuels. Ensuite, d'éduquer une meilleure prise en charge de la victime, mais aussi de l'abuseur. Et enfin, une prévention énergique au niveau de la population, au niveau des enfants, au niveau des parents. Et continuer effectivement par l'information, la formation, etc. Parce que comme c'est un fléau qui est connu, à ce moment-là, effectivement, on peut toujours le traiter. Publié en 4000 exemplaires, le livret est destiné en premier aux professionnels, aux établissements scolaires, aux associations, aux collectivités, mais aussi au grand public. Connaître c'est quoi l'abus sexuel, et ensuite informer sur l'abus sexuel. Un sujet qu'on connaît, je ne dirais pas qu'on le maîtrise, on ne le maîtrisera jamais assez, mais un sujet qu'on connaît, on n'a pas peur de ce sujet-là, parce qu'on le connaît. Ensuite, le comprendre. Et ensuite, quand on le comprend, on peut agir. Et agir autant pour guérir et autant agir pour prévenir. Donc, voilà, je dirais que la formation va tourner autour de tout ça, puisqu'effectivement, les parents ont besoin d'être formés, les professionnels ont besoin d'être formés. Nous avons besoin tous d'être formés pour pouvoir effectivement mieux parer à ce fléau, si on peut dire comme ça. L'association Bailon Meyana entend mener des actions de prévention, d'information, de formation, de sensibilisation sur les conséquences dramatiques des abus sexuels, sans pour autant se substituer aux autorités compétentes et autres associations. J'ai moi-même été, j'ai vécu cette situation dans ma famille. J'ai eu un membre de ma famille qui a été, qui a subi des abus sexuels, en tout cas des attouchements. Et donc en tant que sœur, j'ai aussi quelque part été victime parce qu'il y a quand même eu autour de cette question dans notre famille la question du tabou, voilà, le silence. Et qui a fait beaucoup de mal au sein de notre famille, notamment parce qu'on ne pouvait pas dire à nos parents, on protégeait notre sœur, cette situation. Et le fait d'avoir rejoint ce groupe, ça m'a permis effectivement de revivre un peu les choses et de me dire effectivement qu'il faut briser le tabou du silence, que ça vient déjà par là.
Et faire ce travail-là dans un premier temps, d'informer, de former, c'est aussi déjà un grand pas auprès des victimes, mais aussi auprès des abuseurs. Aujourd'hui, 80% des abus sexuels sur mineurs sont des faits d'auteurs proches et membres de la famille de l'enfant. Les violences sexuelles sur mineurs existent, le silence semble toujours régner. Le nombre de personnes déclarées inaptes par la médecine du travail ne fait qu'augmenter, surtout en ce qui concerne l'emploi public. Présenter le champ des possibilités qui s'offrent à l'agent déclaré inapte et à la collectivité pour laquelle il travaille était le but de la conférence régionale de l'emploi public. L'événement a eu lieu à la mairie de Remire-Montjoly et s'est déroulé sur une journée et demie, hier et ce matin. Nous constatons effectivement une hausse des situations où le médecin du travail nous déclare les personnels en situation d'inaptitude totale ou d'inaptitude partielle. Globalement, le phénomène est suffisamment inquiétant. Je ne peux pas vous donner de chiffres au sens, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt à le quantifier, mais la croissance est importante. Et l'objet de cette convention, c'est justement de cette conférence, c'est d'essayer de prendre conscience que c'est un phénomène assez nouveau, que les collectivités, les employeurs publics en général, prennent le temps et la mesure du problème. Près de 7500 personnes travaillent au sein des collectivités publiques du département. L'augmentation des déclarations d'inaptitude est un nouveau phénomène dont les raisons sont toujours à analyser. La grande question est que faire de ces personnes déclarées inaptes? La réalité du problème, c'est que le travail, il est pénible, comme la définition du travail l'impose, que les gens supportent peut-être moins les choses qu'auparavant, que comparativement à ce qui se passait avant, on prend le temps et on se donne les moyens de mesurer ces écarts et que inévitablement on constate des situations difficiles. L'enjeu est bien sûr de dépister les gens qui sont en situation de difficulté. L'enjeu majeur, il est, je l'ai dit tout à l'heure, de reclasser ces personnels pour leur redonner une utilité à la fois pour la collectivité et leur permettre de ne pas être déconnectés de la vie sociale. Pour effectuer le reclassement d'un agent, il faut prendre en compte plusieurs questions. Sa situation professionnelle, sociale, physique et bien d'autres. D'où l'importance d'anticiper le mouvement. L'agent de la fonction publique considéré inapte peut bénéficier d'un reclassement conforme à son état physique, dans un autre emploi du même grade ou dans un autre grade du même corps, ou aussi dans un autre corps ou cadre d'emploi. Effectivement, les possibilités existent. Reste à savoir si cela réglera la problématique. La quinzaine créole arrive à son terme, 15 jours durant lesquels la culture créole a été mise en avant, à travers diverses manifestations d'échanges culturels et traditionnels, des conférences, débats, contes, lectures, musique, expositions et bien sûr dégustations. Des moments de partage autour d'une même langue, le créole. Nous, Saint-Georges, côté nous, avons mis créole à l'honneur à Saint-Georges-d'Île-Oyapock et aussi que le Brésil. Nous avons une très belle exposition qui a parlé du contesté franco-brésilien, qui a rappelé l'histoire de la République de Kunani qui était faite à Kuripi, côté était trouvé là, et en sa République à créole qui était parlé. Et juste à l'étage, donc en salle de délibération, il y a un film qui a passé, Kuripi, la voix de nos ancêtres, qui a rappelé, qui 100 ans après, Kuripi a toujours créole nous a parlé, dit continuer par les créoles, dit parce que à nous identité créole et surtout pour la transmission. Donc nous avons des jeunes qui nous jouent là, qui viennent aussi pour tendre et puis pour connaître l'histoire qui était passée à sous l'Oyapock, à sous fleuve Oyapock, entre Saint-Georges et Oyapock, entre Saint-Georges et la Guyane française et l'État de la Mapa. Collectivités, associations, tous entendent promouvoir le développement et le rayonnement des composantes de l'identité créole. Aujourd'hui, certains mots sortent de l'usage quotidien, mais le créole est bien présent et beaucoup s'attellent à le faire vivre.